Alors, bonjour à tous, bon après-midi. Merci d'être venus en grand nombre. Bienvenue à l'IUGM. Et puis, donc, je profite de l'occasion pour remercier Dr. Lucier de m'avoir invité à faire cette présentation dans le cadre des conférences du Centre Avantage. Alors, comme Dr. Lucier vous l'a dit tout à l'heure, je suis chercheur ici. En fait, mes axes de recherche, c'est tout ce qui touche les moyens de rester en santé en vieillissant. Donc, je m'intéresse à la prévention et à la promotion de la santé des aînés. Plus spécifiquement, on développe des interventions de prévention et de promotion de la santé, très souvent en partenariat avec les aînés eux-mêmes et évidemment une équipe de chercheurs et de cliniciens. Et ensuite, on les met à l'essai, on les pratique. Finalement, on voit un petit peu si ça fonctionne. Et puis, une fois que c'est bien rodé, on fait des études pilotes, puis des études de plus large envergure pour voir si ces interventions-là sont efficaces. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme sur lequel je travaille avec ma grande équipe depuis 2009. Alors, c'est vraiment un travail de longue haleine, donc je m'intéresse à la prévention des chutes depuis très longtemps. Alors, aujourd'hui, évidemment, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que cette intervention Vivre en équilibre, mais aussi je vous présente sommairement les résultats d'une large étude que nous venons à peine de terminer. Les résultats sont tout chauds, puis on est en train de travailler sur nos publications. Donc, vous avez, je pense, une primeur aujourd'hui d'avoir ces résultats-là. Alors, comme plan de la présentation, je vais d'abord présenter un portrait global de les chutes chez les personnes de 65 ans ou plus. Ensuite, on va parler un peu de programme de prévention des chutes et puis je vais m'attarder de façon plus importante au programme Vivre en équilibre lui-même. Et puis, on va terminer avec les résultats de l'étude que nous venons de terminer pour conclure avec notre mot de la fin, les messages clés par rapport à la prévention des chutes. Alors, j'en profite pour vous dire, si vous avez des questions en cours de route, je suis très ouverte, là, vous pouvez m'interrompre, simplement lever la main. On fait ça de façon très interactive, là, donc il ne faut surtout pas vous gêner. Évidemment, il y aura une période de questions plus formelle à la fin, là, donc vous pourrez aussi poser vos questions à la fin. Donc, le portrait des chutes chez les personnes de 65 ans ou plus. En fait, vous êtes certainement au courant que les chutes chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, c'est quelque chose de fréquent. Donc, on peut dire en fait que c'est un problème majeur et puis même la santé publique reconnaît qu'il faut mettre de l'avant des interventions de prévention des chutes, étant donné l'importance de ce phénomène, étant donné le vieillissement de la population et étant donné les conséquences des chutes. Alors, puis sans compter, bon, il y a des conséquences sur la vie de la personne, sur son autonomie, sur sa qualité de vie, mais aussi il y a des conséquences sociales, parce que ça coûte très cher de traiter les blessures liées aux chutes. On parle de 2 milliards par année en soins de santé directs là, au Canada, donc à chaque année liés aux soins liés aux chutes. Alors, on sait que à peu près toutes les études épidémiologiques nous disent que chaque année, environ le tiers des personnes de 65 ans ou plus vont faire une chute ou même plus. Alors, je suis assez convaincue que pas mal tout le monde dans l'assistance connaissait quelqu'un qui a fait une chute récente ou peut-être vous-même avez fait une ou plusieurs chutes. En fait, tout le monde chute, même les enfants chutent, les adultes plus jeunes chutent et les aînés aussi. Ce qui est plus préoccupant chez les aînés, c'est qu'ils sont plus vulnérables aux fractures et aux blessures. Alors, donc, on dit à peu près le tiers de personnes âgées chutent chaque année et ce taux grimpe à 50% chez les personnes de 80 ans et plus. Alors, c'est quand même important. Et aussi, les études nous montrent que les personnes qui ont tombé sont aussi plus vulnérables à une seconde chute. Donc, quand on tombe, si on ne fait rien, on est plus vulnérable à faire des chutes récurrentes. Alors, c'est un phénomène fréquent avec de graves conséquences. On sait que c'est la principale cause de blessures chez les aînés, sont liées aux chutes.
Selon les études, on nous rapporte des taux entre 5 et 25% des chutes qui engendrent des blessures modérées à graves. Alors, très souvent, ça peut être 50%, ça peut être des blessures mineures, genre on se fait un bleu, une ecchymose, une égratignure, des choses comme ça. Alors, pour les blessures plus modérées ou plus graves, c'est entre 5 et 25%. Donc, évidemment, dans les blessures graves qui sont plus préoccupantes, il y a notamment les fractures et la fracture de hanche qui est vraiment un problème grave qui va engendrer très souvent des pertes de mobilité, des pertes d'autonomie et dans un certain pourcentage des cas, je pense que c'est 20% des cas, un décès à la suite d'une fracture de hanche consécutive à une chute. On sait aussi que plus de 60% des hospitalisations liées à des blessures chez les aînés sont causées par les chutes. Donc, encore là, quand je vous parlais tout à l'heure de soins de santé, c'est un peu traduit ici par cette proportion d'hospitalisation. Et on sait aussi que parmi toutes les blessures possibles chez les aînés, c'est la principale cause de décès. Ici, le graphique nous illustre des données de 2004 au Québec. Donc, on voit la pyramide, là, c'est peut-être trop petit à l'écran ici, mais en 2004, il y avait un petit peu plus qu'1 million de personnes âgées au Québec. Et sur 1 million, donc, il y a à peu près le tiers qui sont des personnes qui font des chutes. Et on regarde aussi ceux qui ont consulté, ceux qui ont été hospitalisés. Et au sommet de la pyramide, c'est ceux qui sont décédés des suites d'une chute. Et on voit qu'en 2004, il y avait 608 personnes âgées de 65 ans ou plus qui sont décédés des complications d'une chute. Évidemment, aujourd'hui, dans ce temps-là, on était à peu près 1 million. On est rendu à plus d'1,5. Je pense qu'on est 1,6 million d'aînés maintenant au Québec. Donc, si on fait la proportion, ça veut dire à peu près 975 décès par année liés à une chute chez les aînés. Et puis, au-delà des blessures physiques, même si on n'a qu'une simple égratignure, ou même des fois on est chanceux, il n'y a aucune blessure, on se relève, tout va bien, il peut y avoir des conséquences sournoises liées aux chutes. On parle notamment de l'impact psychologique lié à une chute, plus spécifiquement de la peur de tomber et tout ce qui peut découler de cette peur de tomber. Donc, on sait notamment que la peur de tomber peut entraîner une restriction d'activité qui très souvent même va être excessive. La personne prise de peur peut avoir une peur démesurée qui la paralyse un peu, qui l'empêche de sortir de chez elle. Elle va se priver de faire certaines activités par crainte de tomber et des conséquences. Alors, ceci peut avoir donc de sérieux impacts sur l'autonomie, la participation sociale et la qualité de vie des aînés. Évidemment, si on s'isole, on sort moins, c'est dur sur le moral, et puis peut-être que ça nous amène à être sédentaires, donc à être moins en forme physiquement. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Alors, excusez, donc je suis allée un petit peu trop vite. Donc, la peur de tomber, on dit que, en fait, il y a une étude qui montre que c'est la principale préoccupation des aînés. L'étude de Holland, en 1993, avait sondé différents types de peurs que les aînés peuvent avoir. La peur d'être victime de criminalité, de se faire voler, ou la peur d'avoir des problèmes financiers. Donc, différents types de craintes. Et la principale, celle qui était la plus souvent évoquée par les aînés, c'est la peur de tomber. Une grosse étude qui a été faite aux Pays-Bas en 2007, auprès de plus de 4000 personnes âgées de 70 ans ou plus, montre que près de 55% de ces aînés-là déclaraient avoir peur de tomber. C'est donc un phénomène très, très, très fréquent. Et ce qui est particulier, on peut penser que la peur de tomber, ça découle d'une chute quand on est tombé. Mais il y a des études qui montrent que la peur de tomber est aussi présente chez des personnes âgées qui n'ont pas tombé, mais qui peuvent avoir entendu parler d'une amie qui a tombé et qui en a eu de graves conséquences. Fait que le simple fait d'entendre parler des histoires des autres ou de se voir vieillir, voir son équilibre un peu plus fragile qu'autrefois, ça peut faire que la peur se développe. En fait, je vous ai dit que ça peut engendrer un cercle vicieux de la peur de tomber, justement. En fait, c'est vraiment relaté dans les écrits que la peur de tomber, lorsqu'elle prend toute la place, peut amener une restriction d'activité excessive et la personne devenant sédentaire va voir ses capacités physiques, sa force, son équilibre, sa coordination, son endurance diminuer, si bien qu'au lieu de se protéger, en quelque sorte, ça lui nuit.
Donc, elle est à risque encore plus élevé de tomber, donc encore à risque plus élevé de développer une peur de tomber encore plus grande, ce qui engendre un véritable cercle vicieux. Donc, les études qui ont été menées sur la peur de tomber, là, depuis, je dirais, à peu près 2 décennies, on s'intéresse au phénomène de la peur de tomber. Il y a des études qui montrent clairement un lien entre peur de tomber et diminution de la participation sociale et aussi perte d'autonomie. Donc, les aînés qui ont peur de tomber, c'est associé à une baisse de leur autonomie, à une santé mentale moins bonne, donc ça affecte leur bien-être psychologique, donc il y a un lien avec la dépression, un lien aussi avec la qualité de vie qui a été démontré, et même un lien avec les chutes elles-mêmes. En fait, il y a des études longitudinales menées sur plusieurs années qui montrent que les aînés qui ont peur de tomber sont plus à risque de faire des chutes 1 année ou 2 années plus tard. Donc, la peur de tomber en soi peut être un prédicteur de chute. Donc, en fait, la peur de tomber est un facteur de risque de chute. C'est donc dire qu'il faut s'y attarder. Il faut considérer ce facteur-là lorsqu'on rencontre des aînés. Puis, entre autres, je pense aux professionnels de la santé qui voient des aînés dans leur pratique courante. Ils devraient poser des questions, pas juste « êtes-vous tombé dans la dernière année », mais aussi « est-ce que vous avez peur de tomber ?» puis essayer de voir qu'est-ce qui est à la source de cette peur-là. Alors, tout ça m'amène à dire que les programmes de prévention des chutes devraient cibler la peur de tomber et ses conséquences. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qu'il y en est des programmes de prévention des chutes existants. Je vais juste me prendre une petite gorgée. Alors, je m'intéresse plus particulièrement aux programmes de prévention des chutes dans la communauté. Alors, évidemment, dans le réseau de la santé, lorsqu'une personne fait une chute, une fracture de hanche, par exemple, elle est hospitalisée. Après sa chirurgie, s'il y a la pose d'une prothèse ou d'une plaque, après, il va y avoir des services de réadaptation qui vont être mis en place. Donc, il y a des ergothérapeutes et des physiothérapeutes qui vont offrir des traitements à la personne pour sa réadaptation. Et il va y avoir de la prévention des chutes. Évidemment, il va y avoir des conseils qui vont être prodigués pour prévenir de futures chutes. Alors ça, c'est vraiment bien implanté dans le réseau. Ce qui fait défaut, malheureusement, très souvent, c'est les interventions qui sont encore plus en amont. Lorsqu'on veut vraiment prévenir avant qu'il y ait une blessure, avant qu'il y ait une fracture, avant que la personne se retrouve dans le système de santé et de services sociaux. Donc, les programmes communautaires, il y en a peu. Il y en a quand même quelques-uns, puis je vais vous en glisser quelques mots. Donc, le constat qu'on voit, par exemple, si on regarde au Québec ou même dans d'autres pays, c'est qu'il existe des programmes communautaires de prévention des chutes qui sont efficaces. Malheureusement, ils ne sont pas adaptés à tous les aînés. Alors, donc, on remarque que les programmes disponibles dans un contexte communautaire sont souvent centrés sur des facteurs physiques, sur la mobilité, sur travailler mon équilibre debout, ma force, ma coordination. Et aussi, on remarque que ça va un peu de pair, là. Souvent, ces programmes-là, malheureusement, ne sont pas adaptés aux aînés qui utilisent une carte, une canne, une marchette ou un déambulateur. Alors, donc, ces personnes-là ne sont pas admissibles à ces programmes existants, malheureusement. Donc, par la même occasion, ils sont privés de conseils en prévention des chutes, alors qu'ils pourraient, eux aussi, en bénéficier. Alors, un exemple de ça, c'est le tai chi. Il y a des études qui montrent que le tai chi, c'est efficace pour prévenir les chutes. Plus spécifiquement, il y a une étude qui a été menée, qui a regardé l'intervention, en fait, lorsqu'elle est offerte en groupe, à raison de 2 séances par semaine. Je pense que c'est des séances d'1 heure, pendant 15 semaines consécutives. Et ceci est complété par une pratique d'exercice à domicile. Alors, il y a des études qui montrent que ce type d'intervention-là, d'une part, ça améliore l'équilibre des aînés et d'autre part, à long terme, ça a un effet positif en termes de réduction de l'incidence des chutes. Alors, vous comprendrez que si on utilise une marchette, on ne peut pas faire ce type d'exercice-là où on se tient sur une jambe pendant un certain moment en faisant des mouvements avec les bras. Une autre intervention qui existe au Québec, c'est le programme PIED. Est-ce que vous connaissez le programme PIED? Pouvez-vous lever la main, ceux qui connaissent le programme PIED? OK, il y a peut-être
peut-être 15 je dirais 20 peut-être de l'assistance qui connaissait le programme PIE. Alors, programme PIE, c'est un acronyme pour Programme intégré d'équilibre dynamique. C'est un programme qui a été développé par la santé publique vers les années 2002, à peu près fin 90, début des années 2000. Et il y a eu une étude qui a été menée au Québec par Dr. Yvonne Robitaille et son équipe. Donc, j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe. Une étude qui a été menée auprès de 200 personnes âgées, où il y avait à peu près la moitié des aînés qui faisaient le programme PIE, puis l'autre moitié qui ne bénéficiait pas de l'intervention pendant cette collecte de données. Et les résultats ont été très concluants sur le plan de l'équilibre. Ce type d'intervention contribue à améliorer l'équilibre des aînés sur plusieurs tests d'équilibre qui ont été faits. Alors, le programme PIE, comme vous voyez des photos ici, c'est un programme dont la majeure partie du programme, en fait, c'est une composante d'exercice d'équilibre. On va solliciter l'équilibre des aînés de différentes façons. Donc, il y a des exercices d'équilibre unipodaux, il y a des courses à obstacles. On va faire, comme vous voyez ici, la dame à droite, c'est de la marche en tandem sur une ligne qui est au sol. Donc, le monsieur ici qui enjambe des surfaces instables, c'est des espèces de foam qui doit marcher dessus. Il y a des obstacles à contourner, etc. Et l'image de gauche ici, c'est des exercices d'équilibre unipodaux. Donc, on se tient sur une jambe le plus longtemps possible, sans se tenir. Évidemment, les chaises sont là juste au cas où. On ne voudrait surtout pas avoir de chute pendant le programme. Alors, voici les composantes du programme PIE. Bon, alors, donc, on voit les composantes du programme PIE. En fait, il y a 3 volets. Il y a les exercices en groupe, qui sont des exercices d'équilibre, qui sont offerts 2 fois par semaine. C'est complété par des exercices à domicile, qui sont essentiellement la base des exercices qui sont en groupe, mais sans compter la course à obstacles, évidemment. Donc, c'est des exercices plus sur place, donc statiques, qui sont pratiqués à domicile. Et c'est complété par des capsules de prévention où on donne des conseils sur comment prévenir les chutes, notamment comment on aménage son environnement de manière sécuritaire. Alors, ça, c'est offert 1 fois semaine. La même chose, l'exercice à domicile, on dit au moins une fois semaine ou plus, et les exercices en groupe 2 fois semaine. Et puis, tout le programme dure 12 semaines consécutives. Donc, c'est quand même un gros programme de prévention des chutes. Et comme je le disais tout à l'heure, l'étude qui a été menée à Montréal a démontré l'efficacité de ce programme-là sur l'amélioration de l'équilibre des aînés. Et même, il y a des paramètres qui sont maintenus là, avec le temps, une fois le programme terminé. Alors, mais toutefois, si je reviens en arrière, encore là, les aînés qui utilisent une marchette, une canne ou un déambulateur ne sont pas admissibles à ce programme. Et je voulais dire, ce programme-là est largement répandu au Québec. D'ailleurs, dans l'assistance, il est supposé avoir quelqu'un, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, oui. Barbara Filion, bonjour, bienvenue Barbara, qui est de la Direction de santé publique, c'est notre répondante régionale à Montréal. Donc, si vous avez des questions sur le programme PIE, je ne sais pas si tu vas être là à la fin de la conférence, vous pourrez aller voir Barbara pour vous expliquer comment on s'inscrit au programme PIE. Mais le programme PIE est répandu partout au Québec. C'est offert souvent par les CLSC. C'est les CLSC qui gèrent. Exactement. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez en discuter avec Barbara tout à l'heure. Toutefois, comme je disais, les autres aînés qui utilisent une aide à la marche, il n'y a pas beaucoup d'interventions qui sont disponibles pour eux. Alors donc, l'autre constat qu'on remarque, c'est que les ressources pour offrir des programmes de prévention des chutes dans la communauté sont assez limitées. Hein? Donc, très souvent, c'est via les organismes communautaires. Il y a l'enveloppe financière du ministère là, qui est accordée pour le programme PIE, mais pour le reste, il ne reste pas beaucoup de ressources. Alors, puis les intervenants qui sont dans le réseau de la santé n'ont pas de temps pour aller dans la communauté offrir des programmes de prévention des chutes, par exemple, pour les aînés avec aide à la mobilité.
Donc, ceci nous a amené justement, en fait, à partir de ces constats, le programme Vivre en équilibre est né. En fait, on l'a développé ici, dans mon laboratoire de recherche, avec une grosse équipe, notamment des chercheurs de l'Université de Montréal avec moi, de l'Université aussi de Sherbrooke. J'ai des chercheurs aussi du CREGES, qui est le Centre d'expertise en gérontologie sociale. Donc, eux aussi, il y avait des collaborateurs là. Et donc, voilà. Donc, c'était vraiment en réponse à ces constats, on voulait développer une intervention pouvant être ouverte à d'autres types d'aînés que juste les aînés qui n'ont pas d'aide à la mobilité. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, c'est un programme de groupe qui cible plus spécifiquement la peur de tomber et ses conséquences sur la participation sociale et la qualité de vie des aînés. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup les interventions sont souvent focusées sur les aspects physiques, puis on voulait tenir compte de l'aspect psychologique aussi qui est très important. Donc, c'est un programme de groupe qui est offert à des aînés qui utilisent ou non des aides à la mobilité, et il a la particularité d'être animé par des pairs, donc par des aînés qui ont reçu une formation d'animateur. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous. On le sait, avec les boomers qui arrivent à la retraite, il y a plein de monde qui sont encore en grande forme et qui ont le goût de participer à un projet signifiant, de s'engager dans leur communauté. Alors, donc, le programme Vivre en équilibre, qui puisse être offert par des pairs, comme ça répond à un besoin. C'est pas tout le monde là, qui ont envie d'animer des groupes, mais il y a quand même ça répond aux besoins de certains groupes d'aînés. D'ailleurs, nous, on n'a pas eu de difficulté à recruter des aînés pour animer le programme. J'en profite pour vous dire qu'il y en a une animatrice qui est ici présente avec nous, qui est ma bonne collègue, Diane Landry. Donc, si jamais vous avez envie d'entendre son témoignage, après la conférence, Diane va rester quelques minutes aussi. Donc Diane collabore à mon laboratoire, elle a participé au développement d'interventions, à l'étude, elle a animé à plusieurs reprises le programme, elle donne avec moi des conférences sur la prévention des chutes. C'est donc dire que les aînés peuvent servir d'agents multiplicateurs pour des messages de promotion de la santé. C'était un peu ce qu'on voulait faire avec ce programme-là. Puis ça s'inscrivait vraiment dans la vision de donner du pouvoir aux aînés, de reconnaître qu'ils ont quelque chose à contribuer dans la société. Alors, ce programme s'inspire d'autres programmes qui sont nés aux États-Unis puis qui ont été notamment étudiés aux Pays-Bas. Il y a une étude qui a été menée en 2007 aux Pays-Bas auprès de 540 aînés âgés de 70 ans et plus. En fait, l'intervention, c'était vraiment une intervention qui faisait le focus, ou qui mettait l'accent sur la peur de tomber. Donc, on ciblait cet aspect-là et les conséquences de la peur de tomber. Et l'étude a montré des bienfaits du programme jusqu'à 6 mois plus tard, qui ont fait des mesures répétées, notamment après l'intervention, mais aussi 6 mois plus tard. Et même 6 mois plus tard, on remarque que les aînés qui étaient dans le groupe expérimental, donc qui ont bénéficié du programme, avaient une peur de tomber moindre, moins de restrictions d'activité, une meilleure perception de contrôle sur les chutes, une fréquence d'activité quotidienne plus élevée et même à plus long terme, je pense que c'était 14 mois plus tard, il y avait des effets bénéfiques notés sur l'occurrence des chutes. Donc, c'est donc dire que c'est un programme qui est efficace. Par contre, je dois noter que cette étude aux Pays-Bas n'avait pas recours à des pairs pour offrir l'intervention. C'était des professionnels de la santé, mais l'idée, c'était que ça mettait vraiment l'accent sur la peur de tomber. Alors, donc, le but du programme Vivre en équilibre, c'est développer la confiance des aînés en leur capacité à prévenir les chutes, tout en demeurant actifs. Donc, c'est d'où l'espèce de levier, là, notre petite balance qu'on illustre ici. C'est d'une part être prudent, donc avoir une saine prudence pour éviter les chutes, donc prévenir les chutes, mais d'autre part, pas au prix de ne plus rien faire. Donc, rester actif, participer socialement. Alors, c'est un peu l'objectif du programme. Et puis, notre programme est basé sur 3 principes. Le premier, c'est celui de l'approche d'éducation par les pairs. On a fait ce choix-là, nous, que le programme pouvait être offert par des aînés
Il n'y a rien de mieux qu'un aîné pour parler à d'autres aînés. On se comprend. Donc, c'est vraiment le même vécu, les mêmes difficultés. Donc, il y a beaucoup d'études, plusieurs études qualitatives notamment, qui montrent que c'est une approche à favoriser en promotion de la santé, qu'elle est bénéfique à la fois pour les participants qui sont au programme, qui participent au programme, mais aussi pour les animateurs eux-mêmes. Ils en retirent des bienfaits d'offrir ces programmes-là. C'est des interventions aussi qui sont évidemment peu coûteuses parce que très souvent, les animateurs le font sur une base bénévole. Et donc, ça se veut complémentaire aux ressources qui sont disponibles, notamment le programme PIE et les interventions qui sont offertes dans le réseau de la santé. Principe numéro 2 du programme, changer les fausses croyances. Donc, je vous ai mis ici des citations qu'on peut entendre parfois chez certaines personnes. C'est sûr que je vais tomber, c'est normal, en vieillissant, tout le monde tombe. Je suis mieux de ne pas sortir de chez moi, c'est trop dangereux. Je vais me blesser, je vais glisser, je vais tomber. Alors, dans le fond, c'est sûr qu'on n'est pas en train de dénigrer les risques. Hein. Évidemment, s'il y a du verglas à l'extérieur, ça serait mieux pour tout le monde de rester chez soi. Mais il faut quand même dans certains cas, apprendre à mieux départager les choses, à mieux évaluer la situation. Donc, on a mis les feux de circulation ici, l'idée étant de ne pas voir des feux rouges partout. Donc, le feu rouge dit prudence, arrête de bouger. Mais parfois, si on voit des feux rouges partout, alors qu'il n'y a pas vraiment de risque, bien, on se nuit, comme on a parlé tout à l'heure, avec le cercle vicieux de la peur de tomber. Donc, parfois, il n'y a aucun risque, le feu est totalement vert, mais parfois, c'est un feu jaune. Le feu jaune nous dit, il y a certains risques, allons-y avec prudence, avec une aide à la mobilité ou avec des stratégies différentes pour faire l'activité, pour que ce soit sécuritaire. Donc, c'est donc vraiment faire la part des choses pour avoir une vision un peu plus adaptée à la situation. Et puis, le troisième principe, apprendre dans le plaisir. Alors, nous, on se base qu'en plus de rendre l'expérience agréable, hein, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est bénéfique d'apprendre dans le plaisir avec une approche ludique, une approche participative. Alors, dans le programme Vivre en équilibre, ce n'est pas un professeur qui donne un cours à ses élèves. L'animateur est un guide, un facilitateur. Il est assis en groupe avec le groupe de personnes, avec les participants. Et on propose, évidemment, il y a des contenus qui sont véhiculés, mais on propose beaucoup d'activités à caractère ludique. Comme ici, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, où on parle des facteurs de risque dans l'environnement. Alors, j'imagine que déjà, vous en voyez quelques-uns dans cette figure. En fait, on appelait ça l'activité, c'est le salon de Monsieur Risqué. Alors, Monsieur Risqué est assis ici, là, puis vous voyez son épouse, sa charmante épouse qui est dans l'escalier. Alors, pouvez-vous entrevoir quelques risques ici? Il n'y a même pas de main courante de rampe dans l'escalier. Est-ce que vous notez d'autres petites choses problématiques? Les pantoufles, j'ai entendu les pantoufles, les tapis, les fils électriques en plein milieu de la place. Le chat, bien le chat, hein, on vit avec, mais il faut juste être prudent. Les cigarettes, bon, là, il y a aussi des risques de feu hein, dans ça, puis on voit aussi que la pharmacie est ouverte, puis il y a des toiles d'araignée à l'intérieur. Alors, on peut présumer que les médicaments sont périmés. Donc, c'est aussi une façon de sensibiliser à d'autres types de risques dans l'environnement. Pardon? Oui, le détecteur n'est pas en opération, il n'y a pas de batterie ici. Donc, on voit aussi là, ici le calorifère, il y a des vêtements à sécher, il y a une pile de journaux. Bref, multiples risques divers pour soi, n'est-ce pas? Donc, Monsieur Risqué, je pense qu'il aurait besoin de quelques conseils, et son épouse aussi. Alors, mais l'idée ici, c'est vraiment d'illustrer comment est-ce qu'on procède dans nos ateliers Vivre en équilibre. C'est beaucoup avec en fait, chaque participant a son cahier avec une foule d'activités de ce type-là. Alors, les caractéristiques du programme Vivre en équilibre, c'est 8 séances de groupe. Chaque séance dure 2 heures. Les groupes que nous recommandons, la taille de groupe, c'est de 10 à 12 aînés. Et on doit suivre une formation de 2 jours pour devenir un père animateur.
Alors, le contenu du programme, évidemment, bien, on va parler de la peur de tomber et ses conséquences. Là. Notamment, on présente aux aînés le fameux cercle vicieux de la peur de tomber, mais aussi le programme vise à traiter de tous les facteurs de risque de chute, en fait, les principaux facteurs de risque de chute chez les adultes de 65 ans ou plus et les moyens de les réduire, parce que oui, c'est possible de réduire les chutes. Ça, c'est une des premières questions qu'on demande aux aînés quand on commence notre atelier. Est-ce qu'on peut prévenir les chutes? Puis là, il y en a qui disent, ben non, c'est normal en vieillissant. Alors là, on défait une fausse croyance, parce que, évidemment, ça élimine pas les chutes accidentelles. C'est possible encore qu'il y ait des chutes après avoir suivi le programme, mais on peut en éviter un bon nombre. En fait, il y a une étude qui a été menée, en fait, une espèce de revue systématique qui montre qu'au moins le tiers des chutes et de leurs conséquences pourraient être prévenues si on suivait des ateliers de prévention des chutes, donc par des stratégies comme celles qu'on enseigne dans Vivre en équilibre. Donc, les facteurs de risque de chute sont multiples. On dit que la chute, très souvent, c'est un événement multifactoriel. Donc, elle est à la fois liée à des facteurs personnels. Donc, vous voyez le schéma, là, ici, vous avez la personne au centre, puis là, c'est la maison, en fait. La maison, c'est pour illustrer qu'il y a aussi des facteurs dans l'environnement. Donc, très souvent, la chute, ça peut être une interaction entre le fait qu'on a quand même une vulnérabilité personnelle, mais aussi un environnement qui n'est pas toujours adéquat. Donc, c'est un peu ces différents facteurs-là qu'on aborde ensemble dans le programme. Par exemple, voici juste quelques exemples là, de facteurs de risque de chute liés à la personne dont nous traitons dans le programme. Il y a la baisse des capacités physiques, des capacités motrices. Donc, avec l'âge, si on ne fait pas d'activité physique, notre force, notre équilibre, notre coordination, notre endurance diminue. Et ce n'est pas juste le propre des 65 ans et plus, ça commence dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Donc, c'est important de faire de l'activité physique. Ça, c'est certainement une chose à retenir. Il y a aussi l'altération de la vision et de l'audition avec l'âge. Donc, évidemment, on le sait, la vue change en vieillissant, on devient presbyte, parfois il y a des cataractes. On peut aussi avoir des pertes auditives. Alors, toutes ces pertes-là font qu'on est peut-être moins vigilant dans notre environnement lorsqu'on se déplace. Donc, ça amène un risque accru de chute. Il y a aussi toute la question des médicaments, parce qu'on sait que les personnes âgées consomment souvent des médicaments, et ce nombre peut être variable, mais disons qu'il n'est pas rare que les aînés ont quelques médicaments à prendre. Parfois, ça peut aller jusqu'à une dizaine par jour. Donc, ces médicaments-là peuvent, le fait d'en avoir plusieurs, ça nous place dans une certaine vulnérabilité aux chutes. Et aussi, il y a certains médicaments qui sont accompagnés qui peuvent être accompagnés d'étourdissement, d'une baisse de la vigilance, donc on peut être déséquilibré, tout ça. Donc, faut savoir, lorsqu'on prend des médicaments, quels sont leurs effets secondaires pour être capable d'avoir le comportement adapté puis d'être prudent lorsqu'on a des médicaments dont on sait qu'ils peuvent affecter notre vigilance ou notre équilibre. Il y a aussi les fuites urinaires. Donc, il y a des études qui montrent un lien entre le fait de présenter des fuites urinaires et le risque de chute. On a d'ailleurs une chercheuse ici, qui est Dr Chantal Dumoulin, qui s'intéresse à ce phénomène. Il y a plusieurs hypothèses possibles pour expliquer cela, mais chose certaine, dans le programme, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les fuites urinaires ou peut-être même les éliminer lorsque c'est pris précocement. On parle aussi des chutes de pression. Donc, dans notre jargon, on parle de hypotension orthostatique. C'est quand on se relève trop rapidement de notre lit ou d'une chaise, puis on subit une chute de pression. Ça peut faire qu'on est à risque accru de chute. Donc, ce n'est que quelques-uns des facteurs personnels là, ici que je voulais vous faire part, là, qui sont présentés dans le programme. On a aussi des facteurs liés à la personne, mais qui sont plus d'ordre comportemental. Donc, une personne qui prend des risques accrus, comme grimper sur une chaise de cette façon, une chaise, il n'y a pas d'appui au-dessus de la cuisinière, avec une belle grande jupe au-dessus des ronds de poêle pour aller chercher des épices qui sont au-dessus de la cuisinière.
On peut penser qu'il y a plusieurs risques dans ce comportement-là. Et puis, bon, on en fait tous, là, je veux dire, courir pour répondre au téléphone, aller à la porte quand ça sonne à la porte, être mal chaussé, avoir des chaussures qui sont glissantes, etc. Donc, mais c'est des choses avec lesquelles il faut être un peu plus conscient en vieillissant, puis peut-être adapter certains comportements. Même chose pour ce qui est du mode de vie. J'ai parlé tantôt de l'importance de faire de l'activité physique. Donc, évidemment, le mode de vie, ça rentre ici là, dans cette catégorie de facteurs de risque de chute. Et puis, finalement, les facteurs de risque liés à l'environnement. Donc, l'environnement, c'est notre environnement domiciliaire. Très souvent, ils sont adaptés, mais il reste que parfois, dans certains domiciles, ça peut être encombré. On peut voir dans les escaliers qu'on laisse traîner des choses, des chaussures, des bottes, des manteaux, des sacs. Donc, on a parlé tantôt de l'absence de main courante, l'absence de barre d'appui dans une salle de bain, de ne pas avoir de tapis antidérapants, des tapis qui sont glissants, des petites carpettes volantes. Donc, dans le domicile, parfois, il y a des risques importants. Aussi l'aménagement des lieux publics lorsqu'on sort de chez soi, que ce soit dans les commerces, etc., mais aussi les trottoirs, est-ce qu'ils sont bien déneigés, est-ce qu'ils sont bien entretenus? Donc, c'est des choses à surveiller. Et puis, évidemment, le climat du Québec, là, on peut pas nier l'importance de l'hiver comme étant une saison où il y a plus de chutes et de blessures, évidemment. Et puis, en particulier, les moments où il y a du verglas, là, donc c'est vraiment à faire attention. Donc, très souvent, comme je disais, la chute est liée à un ensemble de facteurs, si bien que les programmes de prévention des chutes devraient se préoccuper de plus qu'un facteur à la fois. Alors, dans le programme Vivre en équilibre, en fait, pour résumer notre programme, on utilise la métaphore de la montgolfière. On voit la peur de tomber et ses conséquences sur les activités de la vie quotidienne, sur la participation sociale, comme empêchant la personne de réaliser son plein potentiel, de participer socialement, donc de prendre son envol finalement comme la montgolfière. Et puis, au fil des séances, les différentes thématiques qu'on aborde au fil des 8 séances viennent en quelque sorte briser ces liens-là qui nous retiennent et qui nous empêchent de prendre notre envol. C'est un peu notre petite métaphore dans le cadre du programme. Alors, donc, je vous ai dit ce que c'était, vivre en équilibre. Maintenant, je vais vous parler de nos résultats tout chauds concernant l'étude que nous venons à peine de terminer. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est vivre en équilibre. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des bienfaits? Alors, notre étude visait à étudier les effets à court et à moyen terme du programme lorsqu'il est offert par des aînés, pas par des professionnels de la santé. On voulait aussi documenter l'implantation du programme. Entre autres, on s'est intéressé à ce que les gens aiment ça. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils viennent aux 8 séances? Est-ce qu'ils sont assidus? On s'est intéressé aussi à d'autres concepts dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, mais notamment le concept de fidélité, c'est-à-dire est-ce que le programme il est offert comme il avait été pensé, donc de la même façon lorsqu'on enseigne aux aînés à offrir le programme, est-ce que les pairs animateurs, est-ce qu'ils l'offrent de la même façon? Alors, donc, il y avait d'autres dimensions qu'on a regardées, mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, de même qu'identifier les conditions optimales pour l'implantation. Autrement dit, quels sont les ingrédients pour que ça fonctionne bien dans un milieu X, si je veux offrir l'implantation, quelles sont les conditions gagnantes? Alors ça, je n'aurai pas le temps d'en parler, puis c'est quelque chose auquel une de mes étudiantes qui termine en ce moment sa thèse de doctorat s'est attardée plus spécifiquement à ces deux objectifs-là. Mais moi, je vais vous parler tout particulièrement du premier aujourd'hui, c'est-à-dire l'objectif de est-ce que le programme a des effets bénéfiques sur les aînés lorsqu'il est offert par des pairs. Alors, la clientèle que nous visions pour notre étude, ce sont des aînés vivant à domicile. Alors, moi, je fais beaucoup d'études en amont, donc je suis beaucoup avec des aînés qui ne sont pas dans le milieu hospitalier, qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de blessures, tout ça, sont vraiment, je veux agir en amont des problèmes. Donc, des aînés vivant à domicile, âgés de 65 ans ou plus, indépendants à la marche, mais potentiellement, donc, ils pouvaient utiliser une canne, une marchette, un déambulateur ou simplement pas d'aide technique s'il n'y en avait pas besoin.
Par contre, on voulait que ce soit des aînés qui ont peur de tomber ou qui se disent préoccupés par les chutes. C'était vraiment l'objectif du programme Vivre en équilibre, c'est justement de développer notre confiance en notre capacité de prévenir les chutes. Donc, ça visait cette clientèle préoccupée par les chutes. Alors, comment on a recruté nos aînés? D'abord, on a mené l'étude dans la vie réelle. Alors, plutôt que de faire l'étude dans un laboratoire où je fais venir les aînés, puis on forme quelqu'un ici, puis on offre le programme dans des conditions plus contrôlées, qu'on dit, en laboratoire, on a fait le choix d'évaluer le programme dans la vraie vie, donc dans des conditions réelles. C'était 12 résidences pour aînés que nous avons recrutées dans 3 régions du Québec, soit Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières. Au total, nous avions 12 groupes, dont 6 groupes, dont la moitié qui étaient des groupes Vivre en équilibre, et l'autre moitié étaient des groupes de comparaison. Nous avons recruté un total de 135 aînés, et c'est quand même un échantillon d'envergure pour ce type d'études-là. Et le recrutement s'est fait sous la responsabilité d'un répondant dans chaque résidence. Dans chaque résidence, évidemment, on avait une entente avec le directeur de la résidence pour pouvoir collaborer à l'étude, mais ensuite, il y avait quelqu'un, un membre du personnel, très souvent c'était un récréologue ou une infirmière, qui était notre répondant, donc qui était la personne avec qui on communiquait, nous, l'équipe de recherche. Et c'est cette personne-là qui a recruté les personnes âgées dans sa résidence au moyen des outils de promotion habituels. Tu sais, quand ils font des activités de loisirs dans leur résidence, ils ont des façons de faire. Donc, ils ont utilisé un peu les mêmes procédés, donc des affiches ou des journaux, etc. Et puis, nous avons recruté 6 pairs animateurs qui ont été recrutés pour offrir le programme par divers moyens. Notamment, il y avait dans nos équipes de recherche, on avait déjà quelques aînés qui avaient déjà participé à animer des programmes de promotion de la santé comme ça, offerts par des pairs. Donc, on a recruté ces personnes-là. Il y a aussi une personne âgée qu'on a recrutée dans une résidence elle-même. Donc, c'était une résidente qui s'est formée pour offrir dans sa résidence le programme. Et puis aussi, on a mis une annonce sur le site web de l'Association des retraités enseignants du Québec. Et là aussi, je pense qu'on a recruté quelqu'un par cette modalité-là. Donc, on avait 6 pairs animateurs et Diane était l'une des 6, justement. Voici le devis de recherche. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment 12 groupes au total, 6 groupes Vivre en équilibre, 6 groupes de comparaison. Alors, dans les groupes Vivre en équilibre, donc, évidemment, il y a eu l'intervention qui a été faite sur 8 séances. Et les groupes de comparaison, eux, n'avaient pas l'intervention. Par contre, on leur remettait une brochure sur la prévention des chutes. Par souci d'équité, on a dit à ces aînés-là, lorsque notre étude sera terminée, vous aurez, vous aussi, la chance de participer au programme Vivre en équilibre. Il va être disponible dans votre résidence. Donc, ne vous inquiétez pas pour nos aînés du groupe de comparaison. Ils ont aussi bénéficié de l'intervention, mais une fois notre collecte de données terminée. Alors, on voit qu'au total, on avait 74 aînés dans nos groupes Vivre en équilibre et on avait 61 aînés dans les groupes de comparaison. Donc, il faut garder en tête que dans chacun des 6 groupes, il y avait à peu près une douzaine d'aînés qu'on voulait recruter dans chacun des 6 groupes. Donc, voilà. Et puis, donc, on a évalué les gens avant l'intervention, après l'intervention et 6 mois plus tard, donc ce qu'on a appelé le T1, T2, le temps 2 et le T3, le temps 3. Et puis, on a un groupe de comparaison pour voir justement la part des effets du programme qui est vraiment liée au programme lui-même et non pas au simple passage du temps. Donc, c'est pour ça qu'on avait un groupe de comparaison. Alors, notre mode d'évaluation dans cette étude-là, c'était essentiellement des entrevues individuelles qui ont été menées par une équipe d'intervieweurs qui ont été formés. Et les entrevues avaient lieu au domicile de nos participants, donc aux 3 temps de l'étude, temps 1, temps 2, temps 3. C'était des entrevues d'environ 90 minutes à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on mesurait? On mesurait leur connaissance sur la prévention des chutes. Qu'est-ce qu'ils en savaient de la prévention des chutes? On évaluait leur peur de tomber. On leur demandait, avez-vous peur de tomber? Un peu, jamais, occasionnellement, souvent ou très souvent. Et on leur administrait une échelle
excusez, qui s'appelle le Falls Efficacy Scale International, ou le FESI, qui est une échelle, en fait, juste pour vous donner un aperçu, ça mesure le degré d'inquiétude de la personne à l'égard des chutes lorsqu'elle fait différentes activités de la vie quotidienne. Alors, se laver, monter des escaliers, marcher, différentes activités, donc on évalue son inquiétude. On avait aussi évalué la restriction d'activité, donc associée à la peur de tomber. Est-ce que vous vous limitez dans votre quotidien? Quel est votre contrôle perçu sur les chutes et votre capacité perçue à les prévenir? On a aussi évalué la pratique d'activité physique, la participation sociale, la mobilité dans son milieu, dans son quartier. On regardait les déplacements à pied, la distance, la fréquence et l'occurrence des chutes. Êtes-vous tombé? Si oui, combien de fois? Puis comment ça s'est passé? Alors, voici le portrait des participants. Donc, on voit ici, vous avez les groupes vivent en équilibre et les groupes de comparaison. En fait, on voit que la moyenne d'âge est environ autour de 84 ans dans les deux groupes. Donc, c'était surtout des femmes, hein, à peu près à 90 %. Et la majorité vivait seule. Donc, on voit que les groupes sont quand même comparables au niveau des variables sociodémographiques. Et si on regarde les variables liées aux chutes, encore là, on voit que sur l'échelle d'inquiétude vis-à-vis des chutes, c'est assez semblable avec des scores moyens de 29 et 25 respectivement. On voit que la restriction d'activité, bon, c'est un petit peu différent, peut-être un petit peu plus dans le groupe vivant en équilibre, mais c'est quand même de faibles proportions. Beaucoup utilisent une aide à la mobilité, environ 60 %, et à peu près 40 % avaient fait une chute dans les 12 derniers mois, ce qui est quand même assez élevé, un peu plus que le tiers dont je vous parlais en entrée, là, en introduction de ma conférence. Les pairs animateurs, c'était toutes des femmes. On voit ici Diane dans le feu de l'action, âgées entre 70 et 83 ans. Donc, elles avaient de l'expérience en animation de groupe très variée, entre 2 et 35 années. Alors, on peut penser que c'est une enseignante, hein, celle que ça faisait 35 années d'expérience. Et 4 animatrices avaient déjà une expérience pour animer des programmes de prévention des chutes. Pour les 2 autres, c'était une expérience tout à fait nouvelle. Alors, voici les résultats. Donc, en gros, bien ici, j'ai vraiment fait ça de façon très sommaire, mais lorsqu'il y a une flèche, ça montre qu'il y a un résultat statistiquement significatif à l'avantage des groupes vivant en équilibre comparativement au groupe des comparaisons. Donc, vous voyez, sur toutes les variables ici, il y a presque tout le temps une flèche, là. Donc, ici, vous avez les résultats immédiats, donc tout de suite après le programme. Et ici, vous avez 6 mois après l'entrée dans l'étude, soit 5 mois après le programme, parce que le programme dure 1 mois. Alors, on voit que les flèches vers le haut ou vers le bas là, sont souvent présentes. Ici, ce n'était pas statistiquement significatif pour notre score d'inquiétude vis-à-vis des chutes, mais c'était très, très proche du seuil de signification. En statistique, on dit 0,05 ou moins, et ici, on avait 0,06. Donc, on était vraiment tout près du seuil de signification. Donc, c'est des résultats très, très intéressants et qui vont tous dans le bon sens pour le programme Vivre en équilibre. J'ai été obligée d'accélérer, on me fait signe qu'il me restait quelques minutes. Donc, ici, je vous montre juste un exemple pour une variable qui était justement notre score d'inquiétude vis-à-vis des chutes. En vert, vous avez les groupes expérimentaux, c'est les scores moyens à l'entrée dans l'étude, après l'intervention et 6 mois après l'entrée dans l'étude. Donc, on voit que l'inquiétude diminue chez les groupes vivant en équilibre et ceci se maintient dans le temps. Et dans les groupes expérimentaux, l'inquiétude était plus basse au départ, mais vous voyez que ça monte un petit peu. Donc, ça montre qu'il y a un résultat vraiment près de la signification pour cette variable. Ce qui est intéressant aussi, même si je ne vous parle pas d'implantation vraiment de façon élaborée ici, c'est qu'on a eu un taux d'assiduité de 91 %, c'est-à-dire la présence au programme Vivre en équilibre est vraiment impressionnante. Dans les écrits, on dit que 75 % ou plus, c'est bon. Alors évidemment, 91, c'est excellent. Et le taux de satisfaction, c'est presque 100 %, donc c'est très, très élevé. Ici, on voit un groupe qui s'est déroulé à Trois-Rivières. Justement, ma collègue de Trois-Rivières qui est ici présente. Donc, c'est l'animatrice ici qui a eu la gentillesse de nous envoyer une photo avec son groupe d'aînés qui ont gradué, qui ont tous leurs certificats Vivre en équilibre, là, sont toutes très contentes.
Et puis ici, je vous ai mis quelques témoignages parce que je trouve que, bon, il y a des chiffres qui disent que c'est bon, mais il n'y a rien comme les témoignages d'aînés. Donc ici, c'est une dame qui dit « J'étais vraiment intéressée par le sujet et avoir des moyens concrets pour prévenir les chutes. Pour moi, en vieillissant, c'est important parce que c'est très grave de se briser la hanche, une jambe ou un bras. » Cette autre dame, ça m'a fait du bien dans ma tête. Rien que ça, rien qu'enlever ça, la peur de tomber un peu. Pour moi, c'est quelque chose, parce que ça devenait une phobie, c'était constant. Cette autre dame, beaucoup de petits conseils aussi pratiques comme lorsqu'on se lève du lit, ne pas tout de suite se lever, rester une couple de minutes assise sur notre lit. Ça ne peut que faire du bien, d'après moi. Et je vous ai dit qu'on avait aussi des bienfaits notés chez nos animatrices. Donc, voici le témoignage d'une d'entre elles. C'est toujours gratifiant personnellement de savoir qu'on fait quelque chose d'utile. Je serais prête à le refaire encore. Je trouve que c'est un programme qui en vaut la peine. Alors, pour moi, ce sont des témoignages qui valent même plus que les chiffres eux-mêmes. Alors, en conclusion, en résumé aussi, l'étude montre les effets positifs du programme Vivre en équilibre sur différents facteurs psychologiques associés aux chutes et sur le niveau d'activité physique et sociale. Je suis allée très rapidement là, lorsque j'ai présenté le tableau des résultats, mais c'était un peu ce qui se dégageait du tableau. Et les participants ainsi que les pairs animateurs ont dit retirer des bienfaits du programme. Et puis, pour moi, une des principales forces de l'étude, c'est qu'elle a été menée dans des conditions naturelles et non pas en laboratoire, ce qui donne encore plus de validité écologique aux résultats. Donc, ça s'est déroulé dans la vraie vie, avec du monde qui ont été recrutés par les moyens de la vraie vie. Et puis, l'échantillon est relativement important pour ce type d'étude-là. Là, c'est quelque chose qui nous a pris plus qu'un an, là, comme étude qui a été déployée dans les 3 régions du Québec. La limite de cette étude-là, en particulier, elle s'est limitée à une implantation dans des résidences pour aînés. Donc, on ne peut pas prétendre que les résultats sont généralisables à tous les aînés vivant à domicile, mais ici, ça a été généralisable aux aînés vivant en résidence. Et une autre limite, c'est qu'elle a eu recours à des données auto-rapportées, c'est-à-dire que, étant donné que c'est des entrevues avec les aînés, on ne peut pas penser qu'il n'y a pas de biais de mémoire. Tu sais, quand on dit à la personne, êtes-vous tombé dans les 12 derniers mois? Si oui, comment ça s'est passé? Bien évidemment, c'est possible qu'il y ait des oublis, qu'il y ait des chutes qui n'ont été pas mentionnées ou qu'il y ait certains biais liés au fait qu'on est en face à face avec un intervieweur. Donc ça, on doit quand même le reconnaître. Mais en conclusion, l'étude soutient qu'un programme de groupe comme celui-là, comme Vivre en équilibre, peut être offert avec succès par des aînés dans des résidences pour aînés et leur procurer des bienfaits. L'approche qui est préconisée est aussi bénéfique pour les pairs et reconnaît leur place importante qu'ils peuvent jouer aujourd'hui dans notre société, dans notre communauté, donc contribue à l'empowerment des aînés. Ça rejoint aussi, ce programme-là, une population d'aînés qui est souvent exclue des programmes existants, donc on peut prodiguer des conseils de prévention des chutes à un plus grand nombre, donc il se veut complémentaire à l'offre de services actuelle en prévention des chutes. En terminant, je ne peux passer sous silence le gros travail de collaboration. Je ne suis vraiment pas tout seul là-dedans. Je vous disais que je travaille là-dessus depuis 2009, mais c'est avec une grosse équipe de chercheurs, notamment de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Montréal. On a parlé tout à l'heure du CREGES, qui est associé au C3S Cavendish, qui est maintenant un CIUS, là, du centre-ouest de l'île de Montréal. On a des gens de l'Institut d'urbanisme à l'Université de Montréal. Je veux aussi remercier mes étudiants, mon personnel de recherche, notamment Diane Daigle-Landry qui est présente ici, professionnelle de recherche, bénévole, animatrice, etc. Et puis tous les collaborateurs, dont il y a Mme Fernanda Possa-Silva qui est ici présente, du service de prévention des chutes, du CIUS de la Mauricie, du Centre du Québec et des organismes aussi. Il y avait la Direction de santé publique de Montréal, Marie-Ève Delichy, qui est plus dans l'équipe maintenant, mais c'était elle au début de l'étude, et des gens des milieux communautaires. Évidemment, les directeurs et le personnel des 12 résidences participantes, nos pairs animatrices qui ont été très généreuses avec nous pour animer le programme et aussi suivre la formation, et tous les participants à l'étude.
Évidemment, cette étude n'aurait pas eu lieu sans le soutien financier du Fonds de la recherche du Québec, Société et Culture. Je mentionne aussi le Fonds de la recherche du Québec Santé qui a financé, qui a offert une bourse à mon étudiante de doctorat, qui est Mme Agathe Lortillos-Guilledroit. Et puis, bien sûr, merci à vous tous. Et en terminant, je vous laisse avec une pensée d'un de mes bons collègues.